Bienvenue à ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir. Je commence l'actualité par le sommet, mais autrement, l'ancien président, j'ai bien dit l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, réputé peu bavard, a parlé hier via YouTube aux Congolais, les sénateurs à vie, pour qui le Sénat actuel a levé les immunités, a peint un tableau sombre de la gestion de la République démocratique du Congo par l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Joseph Kabila Kabange a proposé 12 points pour revoir l'élan de la reconstruction de la République démocratique du Congo. Ensuite, sera dit l'ancien chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, sur ces images. Et justement, le chef de l'État ancien, Joseph Kabila Kabange, je disais qu'il avait peint le tableau sombre de la gestion du pays. Il parle du tribalisme, il parle de gabegie financière, il parle de tout ce qui fait en sorte que l'on puisse attaquer, par exemple, à ceux qui sont originaires de la partie orientale du pays qui parlent le Swahili. Il a parlé de beaucoup de choses et il a proposé, entre autres, je disais tout à l'heure, 12 points pour revoir l'élan de la reconstruction possible de la République démocratique du Congo. Et justement, la réaction de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, ne s'est pas fait attendre. Le parti au pouvoir rappelle tout le mal enregistré pendant les 18 ans de règne de Joseph Kabila Kabange, soit de 2001 à 2018, par exemple. Comment est-ce qu'un un enseignant avait été traité, ou selon l'UDPS, les enseignants congolais ont été clochardisés et toute la gécamine géante de mine a été dépiécée au profit des amis de l'ancien chef de l'État, notamment Dan Gertler. Suivez la réaction de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, au micro de nos confrères. En première visite officielle à Kananga, nous allons y revenir par rapport à l'UDPS, en visite, disais-je, officielle à Kananga, Malandiouan Shinga, c'est-à-dire le chef-lieu de la province du Kasaï central, Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement, a réaffirmé sa ferme volonté de consolider l'unité nationale et de relancer à ce sujet le projet de développement à travers une coordination des autorités locales, accueillie par le gouverneur du Kasaï central, Joseph Kamboulou, la société civile ainsi que la population de cette partie de la République démocratique du Congo. L'objectif poursuivi de cette mission est d'identifier les différents obstacles de matérialisation de projets activés dans cette partie du Congo-Kinshasa, lancer un message de paix pour la nécessité de cimenter la cohésion nationale, afin de faire face aux défis sécuritaires qui s'imposent aujourd'hui à la République démocratique du Congo tout entière. Mener un plaidoyer en vue d'une levée de fonds auprès de partenaires internationaux et nationaux pour la mise en œuvre effective de priorités du plan d'action national. C'est l'objectif tablé sur, c'est l'objectif, allais-je dire, de la table ronde sur la mise en œuvre du plan d'action national 2024-2028 de lutte contre la prolifération illicite des armes légères et de petit calibre et l'atelier sur le traçage d'armes en République démocratique du Congo pendant 2 jours, soit du 21 au 22 mai 2025 au fleuve Congo Hôtel. Les participants ont échangé sur les questions liées à la thématique et formulé plusieurs recommandations pour une meilleure mise en œuvre du plan d'action. Polydor Patrick Ngaziami. Jeudi 21 mai, au Pullman Hotel à Kinshasa, l'atelier de mise en œuvre du plan d'action national sur les armes légères et de petit calibre en RDC s'est clôturé le jeudi 22 mai au même endroit sur une note de satisfaction. C'est 2 jours qui vont encore permettre à la RDC de reprendre sa place à la Cour de Grand. Les nouvelles sont très très bonnes. Nos invités, tout ce qui a été invité ici est prêt à appuyer la République démocratique du Congo à travers la CNCLPC par rapport à la gestion et au contrôle des armes, par rapport à la mise en œuvre de ce plan d'action quinquennal 2024-2028 sur la gestion et le contrôle des armes en RDC. Pendant que nous étions dans des réunions, vous étiez là pour travailler, pour permettre à la République d'avoir cet outil qui va nous permettre désormais de faire le plaidoyer.
L'atelier de mise en œuvre du plan d'action national sur les ALPC en RDC a bénéficié du financement de l'Union européenne et de l'appui technique du Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique. Je vais simplement renouveler l'engagement et la disponibilité de l'UNREC, le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique, aux côtés de la CNCALPC et des institutions congolaises en faveur de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la prospérité des paisibles populations congolaises et au-delà. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue des travaux après que les participants aient réfléchi sur les voies et moyens de mettre en œuvre le plan d'action national de la Commission nationale de contrôle des ALPC, notamment à travers une mobilisation adéquate des ressources et discuter des questions techniques autour de la traçabilité des ALPC. La CNC ALPC RDC est en avance par rapport à beaucoup de ses collègues africains. Mais malgré cette avance, beaucoup reste encore à faire tant en RDC que dans la sous-région et dans le continent africain, a souligné le directeur du Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique. Raison pour laquelle l'Union africaine a initié à son niveau le programme Faire taire les armes, destiné à mettre un terme aux conflits qui gangrènent le continent et qui sont alimentés par les armes illicites. Cet atelier a donc été une véritable opportunité que le secrétaire permanent de la Commission nationale de contrôle des ALPC et le directeur de l'UNREC n'ont pas voulu laisser échapper. Ouvert le 21 mai 2025, l'atelier régional d'information et d'appropriation du mécanisme pour la préservation de forêts tropicales de la planète s'est clôturé hier, vendredi 23 mai 2025, au fleuve Congo Hôtel à Kinshasa. Les participants venus de différents pays du bassin du Congo se sont engagés à soutenir l'initiative Tropical Forest Forever Facility et ont dégagé l'urgence de procéder à la réforme de mécanismes de financement climatique. Polydor Patrick Ngazemi pour la suite. C'est grâce à l'appui technique du PNUD et le soutien de la République fédérale d'Allemagne, l'atelier régional d'information et d'appropriation du mécanisme pour la préservation des forêts tropicales a baissé ses rideaux après 3 jours de travaux assidus qui se sont déroulés au fleuve Congo Hôtel à Kinshasa. Les pays du bassin du Congo ont affirmé leur engagement à soutenir la mise en œuvre de l'initiative Tropical Forest Forever Facility, TFFF, pour la préservation et la protection des forêts tropicales. Ils ont reconnu son rôle essentiel et la nécessité d'un financement durable et équitable afin de soutenir leurs efforts de conservation et de préservation de la biodiversité. Tous les débats et réflexions menés ont abouti à un appel à la mise en place d'un nouveau mécanisme permettant de combler le vide actuel lié à l'absence d'un modèle de financement à long terme pour soutenir la conservation des forêts tropicales. Un mécanisme qui devra être prévisible et adapté à l'échelle du bassin tout en reconnaissant les flux de carbone captés et la valeur totale des forêts sur pied et les services écosystémiques irremplaçables qu'elles offrent à l'humanité. Lors de la clôture des travaux, la ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, Eve Bazaïba, a insisté sur l'urgence d'une réforme des mécanismes de financement climatique avant de marteler pour faire comprendre que les pays du bassin du Congo ne doivent plus négocier en parents pauvres, eu égard à l'immense richesse environnementale et au bouclier climatique qu'il représente. Elle a enfin exhorté les partenaires bi- et multilatéraux ainsi que les partenaires privés à travailler avec les pays du bassin du Congo afin de garantir la transparence, l'accessibilité et l'équité dans la mise en œuvre de l'initiative Tropical Forest Forever Facility. Ces assises qui ont réuni les participants venus notamment du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale et de la République démocratique du Congo avaient pour objectif de mobiliser et d'accompagner ces pays afin qu'ils s'approprient pleinement le mécanisme TFFF qui, comme l'a souligné la représentante adjointe du PNUD, Rokaye Dieng, est un levier innovant pour préserver les forêts tropicales du bassin du Congo en mettant en évidence l'importance de la complémentarité des financements, de la coordination régionale et de la mobilisation du secteur privé. L'éducation est un droit inaliénable reconnu par tous et elle l'est et reste apolitique. Ce droit est reconnu à tous les Congolais et c'est ainsi que les élèves évoluant dans les zones occupées par les
terroristes du M23 doivent participer à l'examen d'État édition 2025. Les mâles contenant des questionnaires d'examen d'État hors session sont arrivés, notamment dans la province du Nord Kivu. On retrouve notre correspondant sur place à Goma, Germain Choukourou. Des mâles qui sont venus de Kinshasa. Il y a l'examen d'État qui pointe à l'horizon, donc la hors-session qui commence le 2 juin, et l'examen national de fin des titres primaires, ENAFEP, raison pour laquelle le gouvernement central vient de nous envoyer les mâles de ces deux examens. Ça concerne les Nord Kivu et les Sud Kivu. Donc ici au niveau de Beni, nous allons faire les dispatchings. Nous remercions notre partenaire l'UNICEF qui va nous aider à transporter ces mâles à Goma. Et à partir de Goma, on va aussi amener des mâles qui sont destinés à aller au Sud Kivu. Aucun enfant ne sera oublié, aucun finaliste. Tous seront bénéficiaires de cet examen. Que ces enfants se préparent bien à cet examen qui est très important pour leur avenir. Et aussi aux parents de bien surveiller les enfants, mais aussi de les conseiller parce que nous avons besoin que ces enfants réussissent à cet examen malgré les conditions sécuritaires, malgré les conditions dans lesquelles ils ont étudié. Ça ne sera pas facile, mais nous les encourageons et nous disons que nous leur souhaitons bonne chance à cet examen. Déjà, comme les mâles sont arrivés, ils doivent être prêts pour passer ces épreuves. Elle commence du côté de 24 novembre pour chuter au-delà des LISTA, Institut supérieur des techniques appliquées. L'avenue Cabinda reste impraticable depuis de nombreuses années. Heureusement que les travaux ont déjà repris comme pour réhabiliter cette artère importante qui traverse 3 communes, à savoir Barumbu, Kinshasa et Lingwala. Regardez ces constats. L'avenue Cabinda que voici traverse 3 communes de la capitale RD congolaise, Lingwala, Kinshasa et Barumbu. Cette artère est dégradée depuis plusieurs années déjà, mais elle est en pleine réhabilitation. À sa hauteur de Wilry, le gros engin sont à pied d'œuvre pour sa réhabilitation. En effet, ingénieurs topographes et autres spécialistes s'activent sur le terrain pour construire les tranchées et espaces devant accueillir la future chaussée qui va favoriser le passage aisé des engins automoteurs, motif de joie de riverains optimistes. La place a été impraticable. Aujourd'hui, nous avons vu qu'on arrange. C'est que prochainement, on va continuer à arranger partout. Parce que ici à Kin, partout les avenues sont abîmées, il n'y a plus moyen de passer. On a augmenté aussi les transports parce qu'il y a des moyens, il y a des places impraticables, on ne pouvait pas partir et marcher. Il y avait un moyen de partir. Si on est ici, on part vers Ista, on ne payait que 1000 francs par moto. Et à présent même, on a commencé à payer 3000 parce que la route est impraticable. On ne sait pas. Maintenant, c'est normal, c'est bien. On a arrangé. C'est à féliciter vraiment. Il faut dire que nombreux sont les Kinois qui préfèrent ne pas parler maintenant, attendant la réhabilitation effective de la route Cabinda pour croire en une volonté réelle de l'autorité établie. Autant les travaux ont été lancés sur l'avenue Cabinda, le vœu de la population est que le gouvernement fasse que le même type de travaux soit aussi lancé au bénéfice des autres artères de Kinshasa, Kabamba, Kalembelembe, Croix-Rouge, Bokassa, Plateau, etc., etc. Avec une résonance forte dans l'opinion nationale, elle est la représentation de hauts faits de nos vaillants forces publiques, autrefois devenues aujourd'hui les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous parlons de l'avenue Gambela qui traverse la commune de Kassavubu. Elle se meurt et on se laisse faire. Voici ces constats parce que ça illustre bien, évidemment, là où elle est fortement dégradée et empêche la circulation aisée des engins automoteurs. Regardez. Serait-elle en train de renaître afin sous les marteaux et les engins lourds? La question mérite d'être posée tant que cette route reliant le croisement de l'avenue Kola au cœur de la commune de Ngiringiri n'avait jamais connu un tel chantier.
Pour les habitants du quartier, c'est une première. Depuis l'existence même de la commune, c'est la toute première fois qu'une telle réhabilitation est lancée. L'arrivée de barres de fer, des matériaux et de grosses machines sur le site suscite un réel espoir. Ça fait très longtemps parce que nous, étant qu'habitants d'ici, on souhaitait qu'on voit plutôt cette route soit asphaltée. Hélas, bon, ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, quand même, grâce au gouvernement actuel, aux efforts du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, la route Gambela aujourd'hui est en train d'être asphaltée. Awa tozali précisément na avenue Gambela, croisement avenue Kola na Gambela. Ici, nous sommes au croisement Kola et Gambela. Je remercie notre gouvernement pour ces infrastructures, car elles contribuent au développement de notre pays. Ils contribuent au développement de notre pays. On réhabilite l'avenue Gambela, délabrée depuis plusieurs années. En tant que fils du quartier, je remercie les autorités pour ces gestes. En effet, les travaux avancent progressivement. Les ouvriers s'activent jour et nuit, encadrés par les ingénieurs déterminés à redonner vie à cette artère devenue impraticable, surtout en saison pluvieuse. Il faut le dire que la joie est palpable dans le quartier. Des résidents comme Madame Marie, rencontrés sur place, félicitent les autorités pour cette initiative. Depuis que je suis née, 54 ans déjà, je n'ai jamais vu une telle initiative. Je suis née et grandie ici. Le bus va commencer à venir, plus question d'embouteillage. Vraiment, c'est bien. Autant dire que ces projets redonnent un nouveau visage à Ngiringiri. Reste à espérer qu'ils soient menés jusqu'au bout, que d'autres routes oubliées bénéficieront aussi de cette attention tant entendue. Il faut dire que l'avenue Gambela va au-delà de la commune de Kassavoubou pour aller justement chuter au niveau de la commune de Ngiringiri. Les habitants de la commune de Mongafula, eux aussi plutôt, demandent à ce que l'autorité compétente puisse s'attarder sur la réhabilitation de la voirie dans cette partie de la capitale Kinshasa, parce que justement, les routes praticables se font rares dans ce coin. Suivez ces constats. Située dans la partie sud de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la route bypass qui mène au campus universitaire en passant par le rond-point Gaba se trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé. Cette situation occasionne les embouteillages auxquels font face non seulement les étudiants habitant de la commune d'Elemba, mais aussi d'autres habitants exerçant leurs activités sur le site de l'université de Kinshasa. Ces calvaires quotidiens auxquels traverse la population, disent certains usagers de la route bypass, est tout simplement un signe de négligence de la part des autorités. Même pas si longtemps qu'on a eu le jeu de la francophonie. On aurait dit arranger cette route, mais ils n'ont pas fait cela. Donc on voit que la gestion de la chose publique n'est pas encore bien ancrée dans leurs esprits. Ils ne s'intéressent qu'à leurs intérêts et non pas à l'intérêt de la population. Ces tronçons, pourtant capital pour le millier d'étudiants et travailleurs, nécessitent une attention soutenue des autorités compétentes. Laisser la route bypass en cet état d'impraticabilité, c'est exposer les taximens, les conducteurs de moto et les piétons aux accidents de circulation de tout genre. Il est donc temps que les décideurs réagissent vite en réhabilitant cette route d'intérêt général avant que le pire n'arrive. Entre-temps, il faut quand même combattre l'existence de marchés pirates qui pilulent au travers des rues de Kinshasa, pendant que la débrouillardise est devenue le maître mot pour tenir et surtout savoir nouer le deux bouts du mois. Suivez ces constats de Sharon et Katiana Kankou. Nous sommes au rond-point Gaba, un lieu connu non seulement pour son activité constante et son ambiance bruyante, mais aussi pour son désordre qui se manifeste notamment à travers la présence de petits marchés pirates. Ici, nombreux vendeurs installent leurs marchandises à même le sol, défiant ainsi les règles d'hygiène. Si pour certains, le fait d'exercer ces petits commerces dans un espace non affecté et non autorisé par les services publics est loin d'enfreindre la loi, pour d'autres, cela participe au chaos et donc dérange l'ordre public. Mes enfants étudient seulement avec l'argent de cette marchandise. Maintenant qu'ils démolissent, comment allons-nous vivre?
Nous vendons ici parce qu'il n'y a pas de marché. L'État s'empresse de nous chasser, l'État chasse les gens. Pour nous autres, nos maris sont morts. Pour d'autres, leurs maris ont pris la fuite à cause du manque d'argent. Que l'État trouve un marché et nous irons vendre. Nous avons suivi à la télévision qu'il fallait détruire ces marchés parce que nous sommes exposés sur les macadams. Nous avons besoin qu'ils fassent pour nous un marché adéquat avant de quitter cet endroit, sinon nos familles mourront de faim. Parmi les locataires du marché pirate, de femmes courageuses qui, sous le soleil et la poussière, se battent chaque jour pour nourrir leur famille. Elles exposent leurs produits au bord de la route au risque de tout perdre. Car à tout moment, des agents de la police peuvent surgir et confisquer leurs marchandises avant de les chasser sans autre forme de procès. Et pourtant, ces petits marchés, aussi modestes soient-ils, représentent leur gagne-pain. Pour elles, vendre ici, c'est survivre. Et puisqu'on parle marché, ça fait penser à la nourriture. Et à Kinshasa, il faut savoir qu'il est facile d'entendre ou d'enregistrer plusieurs sons de cloche en rapport avec l'art culinaire par rapport au soit poulet mayo d'un côté, soit la viande de porc appelée Nguluya Kapela. Qu'en est-il exactement? Découvrez avec ce reportage. Avenue Kapela, située à la commune des Kalamou, revendique le statut de la place où la viande de porc est la plus consommée en République démocratique du Congo, sinon à la mégalopole Kinshasa. Ce matin-là, nous faisons la connaissance de Vainqueur, tenancier d'un kiosque, un pionnier en la matière qui s'est spécialisé à la vente de la viande de porc. Et ce, après avoir gravi les échelons selon ses propres mots, en commençant par la vente de la viande de chèvre et du poulet maillot. Voilà qui a germé en lui l'idée de commencer à vendre la viande du cochon, après avoir constaté l'engouement qu'il y a autour et le bénéfice à faire. En bon cuisinier, il a suivi tout le process, c'est-à-dire de l'abattage jusqu'à la préparation sous forme de papillote de ce qui est devenu la viande la plus consommée des Quinois. Je réponds au nom de Mulunda Vainqueur. Je suis vendeur de la viande de porc ici à Kapela. Et ce travail, je le fais depuis 18 ans full. Nous vendons selon la température du marché. S'il y a plus d'engouement, on peut vendre plus de bêtes possible. Et ce, en tenant compte de la multiplicité de kiosques, nous vendons une viande de bonne qualité. Vainqueur n'est pas le seul travailleur de ces kiosques. Il fait équipe avec Alpha et qui s'occupe de l'assaisonnement des ingrédients afin de rendre délicieuse sa recette. Pour préparer une viande boucanée des porcs, ils ont besoin de l'oignon, du vinaigre, du cube Maggi, de l'aubergine et bien sûr la liste n'est pas exhaustive. Les différentes épices et qu'ils achètent d'ailleurs juste à la déventure des kiosques et qui se vendent à un prix bon marché. Après cette étape, vint le moment de préparation proprement dite, comme nous explique un des membres de l'équipe. Je conseillerais à ceux qui restent à la maison sans rien faire d'apprendre un métier car ça vous rendra utile à la société. Ce boulot me permet de gagner ma vie et de nourrir ma petite famille. Nous ne vendons pas la viande importée. Notre viande est bio. Les tenanciers de ces kiosques achètent le porc dans des fermes situées généralement dans des milieux périphériques de la ville de Kinshasa et les porcs se vendent sur base de sa taille, mieux 100 kilos. Journellement, ils vendent une ou plusieurs bêtes tenant bien sûr compte de l'arrivée des clients et ce en raison de la journée. La semaine, ils vendent moins et le week-end plus. Et la viande de porc se mange avec la chikwang, les bananes plantains et les foufous. Bon appétit. Pour terminer en sport, du 26 juillet au 5 août 2025, la République d'Algérie
va vibrer au rythme du premier jeu africain scolaire de 54 pays du continent. Cette série de rencontres sportives est organisée par l'Association nationale du comité olympique et du comité olympique international. Alain Badiachile, secrétaire général du COC, comité olympique congolais, donne la précision sur la participation de la délégation de la République démocratique du Congo à ces banquets continentaux. Il est ici au micro de Ndaye Ilambouchi. Initiative conjointe de Lac Noir et du CIO. À la base, nous avons un problème sérieux de qualification au niveau des grandes échéances du CIO. Nous avons, avec comme point culminant, les éditions des Jeux Olympiques. Vous savez qu'à ce niveau-là, c'est la crème des crèmes. L'improvisation n'est pas de mise à ce niveau-là. Et l'Afrique, de manière globale, éprouve des difficultés à se faire qualifier ou à glaner des médailles à ce niveau-là. Et faciliter la tâche différentes structures qui sont impliquées dans la préparation des athlètes. Donc, il s'agit exactement d'une détection précoce des jeunes talents dès le bas âge, dès le niveau scolaire. Et nous disons que c'est une opportunité stratégique pour nos différents pays, nos différents gouvernements, pour mettre la main à la pâte. 26 juillet au 5 août. La délégation, 300 personnes, on était à plus de 500. Nous avons réduit, vous connaissez la situation que nous traversons, nous avons réduit et le nombre de fédérations, ça gravite autour de 15. Nous sommes en train de travailler là-dessus et toutes nos intelligences sont en synergie pour que ça puisse réussir. Vous pouvez être rassuré qu'il y a une ferme volonté pour que nous puissions travailler la main dans la main au mieux des intérêts de cette jeunesse qui a les yeux rivés sur nous. Et c'est sur ces images de Ndaye Ilambouchi que nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end dans vos familles. Au revoir.